je me dis pas est-ce que je vais être, est-ce que je vais y arriver ou pas. Je me dis j'essaye. Tu vois, j'ai vraiment eu cette culture de essayer, travail dur. Ouais. Et puis si tu rates, t'auras appris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Grind Game, le podcast qui va interviewer des entrepreneurs, des investisseurs et des athlètes et qui va finalement déchiffrer ce qui les unit tous, la ténacité, le fait de ne jamais lâcher. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Céline Lazorte, une entrepreneure française extraordinaire. D'abord, un succès entrepreneurial avec les cagnottes Litchi, cédé en 2015 et maintenant Resilience Care. On va parler de son parcours, on va parler des bons moments, mais aussi des mauvais moments, des moments de challenge, des moments compliqués. On va essayer de briser l'armure de l'excellence pour aller voir les petites recettes derrière pour notre plus grand plaisir. Céline, bonjour. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Merci à toi d'accepter de prendre le temps. Non, j'imagine que tu es assez busy quand même. Comme je le disais, si tu veux, le but, c'est pas de célébrer uniquement ton parcours d'entrepreneur qui est exceptionnel, mais c'est d'essayer d'en retirer les leçons. Si on veut réellement sauver le monde, il faut vraiment se donner du mal. J'ai l'habitude de dire, comme tu le sais, que les entrepreneurs sont les athlètes de la vraie vie. Et donc, il y a un parallèle à faire entre ces deux mondes. Moi, ça me fascine. Toi, je pense que tu as accroché. Et c'est pour ça que nos discussions sont à chaque fois hyper agréables et tellement riches. Donc, j'étais très, très content de t'avoir là parce que je voudrais évidemment te célébrer, mais aussi essayer d'apprendre de toi. Essayer de sortir des best practices, des techniques, des rituels qui ont été des socles fondateurs de ton succès. Sans doute que tu les as appris au cours du temps, mais aussi peut-être que par l'échec, d'ailleurs, tu as dû les apprendre. C'est la résilience, on pourra en parler dans un moment dans sa nouvelle aventure. Mais aussi peut-être que toi aussi, tu as d'autres sources d'inspiration qui t'ont accompagné pendant toute ta carrière et qui t'accompagnent encore. Donc si ça te va, c'est ça. Et peut-être qu'on va commencer par te présenter vraiment brièvement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ton enfance, qu'est-ce qui a allumé cette flamme de l'entrepreneuriat chez toi? Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, comme tu le sais, je suis toulousaine, j'ai 41 ans, je suis entrepreneur. Très jeune, j'ai eu beaucoup de curiosité vers le monde de la tech, le digital, Internet. Tu vois, moi, j'avais 14-15 ans quand mes parents ont mis Internet à la maison. Et donc, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau monde. J'ai adoré monter et démonter mon PC avec mon père. Enfin, voilà, je crois que j'avais ce côté, un peu cette fibre un peu geek enfant. Et puis ensuite, j'ai fait des études. J'ai eu la chance que mes parents m'encouragent à faire des études. Et donc, j'ai fait 2 années de prépa à EPITA, l'école d'ingénieur en informatique. Et j'ai pas perduré dans le cycle d'ingé. Je suis ensuite allée à la fac et j'ai fait un master 2 de gestion de projet informatique. Donc, quand même assez tech, juste un peu moins tech qu'EPITA. Et après, j'ai fait un master 2 en école de commerce. Et pendant toutes mes études, j'ai bossé. Parce que j'avais une culture du travail assez forte de mes parents. Mes 2 parents sont médecins, mais ma maman, en parallèle de son métier de cardiologue, elle avait aussi des magasins Benetton qu'elle avait monté jeune avec ma grand-mère et ma tante. Et donc moi, à partir de l'âge de 5-6 ans, les soirs à la sortie de l'école, le vendredi et le samedi, j'étais au magasin et j'avais un rôle. Et mon rôle, il était simple, c'était de vérifier que quand les hommes ou les femmes qui rentraient dans le magasin en ressortaient, ils ne ressortaient pas avec un pull dans le sac à main. Parce qu'à l'époque, les magasins Benetton, c'était la folie totale. On vendait souvent le samedi avec la porte fermée, les gens qui faisaient la queue dans la rue. Et donc, c'est vrai qu'il arrivait qu'il y ait du vol. Et donc, c'était catastrophique pour le stock. Et donc, c'était mon rôle. Et je crois qu'en étant à l'orée de cette, activité commerciale maternelle, j'ai vu le bon sens premier de comment tu vends un vêtement, comment tu en fais l'article, comment tu accompagnes ton client, vraiment le sens commerçant, quoi. Et donc ça, j'ai vraiment adoré. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que du coup, très jeune, comme je disais, j'ai eu envie d'avoir des petits boulots. Donc j'ai été agent administratif à la mairie, j'ai fait des babysitting, j'ai été serveuse, j'ai fait du développement informatique. Enfin voilà, à partir de 14-15 ans, j'ai vraiment commencé à bosser tous les étés. Et puis, à partir de 18, tout le temps en parallèle de mes études. Et ça a été une chance extraordinaire parce que quand j'ai eu une vingtaine d'années, que j'ai commencé à bosser en start-up en même temps que mes études, j'avais l'impression de déjà connaître un peu le monde du travail. Et d'être
probablement un peu moins à côté de mes pompes que quelqu'un qui n'a fait qu'un parcours académique. Je n'étais pas très douée à l'école et donc c'était aussi une façon tu vois, de découvrir autre chose. Voilà. Et puis, à la fin de mon Master 2, j'ai été diplômée en 2008. C'est le milieu de la crise financière. Ouais. Et moi, j'ai cette idée folle avec Litchi parce que monter une banque au milieu de la crise financière quand on a 25 ans, c'est vraiment plein d'innocence et de naïveté. Et voilà, et j'ai vécu 11 ans de vie entrepreneuriale extraordinaire, avec des hauts, avec des bas catastrophiques, parfois très durs, mais ça m'a éclaté. Mais enfin, c'est quand même. Tu dis ça comme si c'était une certaine normalité qu'à 25 ans, une jeune femme, ou en tout cas une femme du Sud-Ouest, se lance dans l'entrepreneuriat, dans une crise financière. Il y a aussi, mettons les pieds dans le plat tout de suite, je voulais parler de ça à la fin, mais c'est quand même assez central. Tu représentes une entrepreneur qui a réussi. En 2025, quand tu avais 25 ans, il n'y en avait pas 550 non plus. Non, il y en avait Donc, deux. il y en avait encore moins. Ouais, il y avait Catherine Barba et Oriane Garcia. Tu vois. Mais tu n'as jamais eu ce doute de se dire, je ne suis pas à ma place, j'ai rien à faire là. Tu as dû avoir des espèces de regards un peu interloqués, un peu, pas consanguins, mais en tout cas, les Anglais disent patronizing. Oui, vraiment, bien sûr, c'est bien paternalisant. Voilà. Alors, oui, alors en un, Benjamin, comme je suis très naïve, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Non, mais génial. Honnêtement. Et donc, quelque part, cette innocence m'a sauvée de toutes les injustices que j'ai vécues, parce qu'au début, et pendant longtemps, je ne les ai pas vues. Et en réalité, je n'en ai pris conscience qu'en devenant moi-même investisseur et mère. Mais on y reviendra. Donc, en fait, pendant un certain nombre d'années, j'ai navigué, tu vois, comme un bébé alligator dont personne n'a peur. Mais j'ai pas vu les gros alligators à côté de moi. Et puis, petit à petit, je me suis un peu endurcie et j'ai grossi. J'ai fini par devenir, peut-être pas un alligator, mais voilà. Et donc, il y a ce premier point-là. Après, sur la question de la confiance en soi, c'est un truc... Je suis toujours très hésitante de dire est-ce que j'ai confiance en moi ou pas, parce que je pense que je suis d'une nature à être facilement me remettre en question, facilement me challenger, m'interroger, être en doute. Être en doute, c'est quelque chose, je vis avec le doute. Et j'ai appris à vivre avec ça. Et en même temps, je crois qu'en fait, dans le fond, mes parents, et ça c'est vrai que c'est très induit par mon éducation et j'ai une chance immense, mais m'ont donné un socle qui fait que je me dis pas est-ce que je vais est-ce que je vais y arriver ou pas. Je me dis j'essaye. Tu vois, j'ai vraiment eu cette culture de essayer, travail dur. Ouais. Et puis si tu rates, t'auras appris. Et donc c'est vrai qu'enfant, mon papa me disait toujours l'important dans la vie, c'est de pas faire 2 fois la même erreur. T'as le droit de la faire une fois, mais t'es obligé d'apprendre de ce que tu as planté. Et donc voilà. Donc tu vois, j'ai eu toujours un peu cette ambivalence entre beaucoup de doutes qui ont été utiles, qui m'ont permis de grandir, et en même temps un socle de se dire écoute, aux innocents les mains pleines, je peux essayer, et puis si je me rate, c'est pas grave. Et quand j'étais jeune entrepreneur, je disais toujours, mais je le pensais sincèrement, mais si jamais je me plante, je peux aller bosser au McDo. Ouais. Non, mais tu vois, je peux aller bosser au McDo, et en fait, pour moi, ce sera chouette, tu vois, ce sera un autre moment de ma vie. Je le pensais sincèrement. J'ai pas de... Je suis à ma place là où elle est aujourd'hui, qu'elle soit dans un rôle, tu vois, d'entrepreneur ou avec des moments de vie différents, des trucs que j'ai ratés, des trucs que j'ai plantés. Je regarde pas l'assiette des autres, quoi. C'est fou ce que tu dis sur ce pouvoir de leader par l'exemple que tes parents ont pu te montrer. Parce qu'en fait, t'as pas dû construire le train, t'as juste dû monter dedans. Ouais. Tu disais que tu devais contrôler les vols, mais il y avait quand même des gens qui bossaient autour, donc tu avais juste envie de faire partie d'une équipe qui bossait déjà dur. Oui, puis j'avais pas le choix. Ma mère, elle bossait, donc tu vois, il fallait être là-bas. Mais effectivement, j'avais ma place dans l'organisation. Ouais. Et tu as cette sensation, quelques années plus tard, d'avoir cette même responsabilité de montrer l'exemple, cette responsabilité de montrer que après la question de Litchi, t'es pas parti t'acheter une maison à Saint-Barth pour te la couler douce toute ta vie. Tu as décidé de remettre les mains dans le cambouis, de prendre un risque avec tes sous, et accessoirement, on en parlera dans un moment, dans un secteur de la santé qui veut sauver des vies, très, très, très directement. Tu as cette sensation de ce devoir de responsabilité, de montrer l'exemple aux autres femmes entrepreneurs, de montrer que tout est possible? Alors, j'ai surtout, à mon avis, le devoir de les aider quand c'est à ma capacité, tu vois. Donc, si on me tend la main, j'essaye de tu vois...
emmener les uns et les autres avec moi. Ça, c'est ton rôle d'investisseuse aussi. Oui, d'investisseuse. Et puis, comme tu le sais, je me suis aussi, pendant plusieurs années, beaucoup investie aux côtés de Tatiana Jama et Valentine de Lastérie dans le collectif Sista, qui a été vraiment, à un moment donné, mon activité principale. Je me suis beaucoup investie pour changer la loi sur le congé paternité. Enfin, en fait, ça, c'était ma responsabilité. Après, la chance inouïe que j'ai eue, c'est quand je vends Litchi en 2015, j'ai 32 ans. Ça m'a amené une liberté intellectuelle. C'est un cadeau de la vie immense. Immense. Parce que c'est vrai, j'ai gagné des sous. Alors, j'ai eu des années très difficiles, mais après, le fait de gagner de l'argent te rend beaucoup plus tranquille parce que je me pose pas la question que se pose l'essentiel des Français et Françaises, qui est comment je remplis le frigo, qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux pas acheter. Enfin, et ça, c'est une chance que je chéris tous les jours. Et je pense que c'est vrai que d'avoir eu une éducation assez simple dans une famille, mes parents étaient dans un contexte aisé puisqu'ils sont tous les deux médecins, mais sans être non plus, tu vois, je suis pas la fille d'un grand actionnaire. Et donc, ça m'a donné un cadre, une rationalité et de me dire, mais j'ai tellement de chance. Et tous les jours, je me dis, j'ai de la chance. Je vais te raconter un truc qui va t'amuser. Il y a quelques années, je me suis acheté un appart à Paris et j'étais hyper contente d'acheter cet appart et c'est dans une petite rue et j'ai raconté à Tatiana et Valentine que tous les soirs, je rentrais chez moi en faisant une petite danse comme ça en disant « Putain, c'est chez moi, bordel !» Et voilà, je continue à faire ma petite danse en me disant « Putain, c'est chez moi, bordel !» Et en fait, je crois que c'est ça dans la vie, c'est de garder un émerveillement, tu vois. Écoute, c'est fun de se dire heureuse au point de vouloir rentrer chez toi en faisant une petite danse. C'est ouais, j'ai trop de chance. Je suis arrivée à Paris il y a 23 ans. J'ai habité dans un tout petit appart dans le 94. Bon, tu vois, c'est pas la fin du monde, mais je sais pas si tu te souviens, à Porte d'Italie, il y a un immeuble avec marqué ici Kremlin-Bicêtre. J'habitais dans cet appart au premier étage, vue périph', il faisait 20 mètres carrés. Mais j'étais hyper contente. Mais donc, tu vois, de me dire, maintenant, j'habite dans un grand appart à Paris que j'ai payé avec mon travail et tout, je me dis, putain, je l'ai pris quand même, l'ascenseur, tu vois. Et je l'ai pris, évidemment, grâce à tout ce qu'on m'a offert et de mes privilèges, j'en ai conscience, mais aussi grâce à mon travail. Et donc, ça, c'est quand même très cool. Je ne crois pas à la chance. Je crois à une préparation qui rencontre une opportunité. Peut-être ta préparation, ça a été ton socle familial. Bien sûr, c'était une super opportunité. Tu as su la saisir. Parce que c'est fou comme... En 3 mots, tu as dit, je me décide de me lancer Litchi dans un moment où personne ne le faisait, dans un moment de crise financière, comme si c'était une normalité. Rien que ça, là, cette phrase-là, tu peux en faire un bouquin. Et c'est peut-être ta naïveté, c'est peut-être ta simplicité d'être en focus sur mon plaisir dans la vie, c'est me donner du mal, tenter ma chance, pas avoir de regrets, emmener les gens avec moi. Et donc, si on s'attarde 3 minutes sur Litchi, tu as dit... Bon, évidemment, un succès parce que c'est une exit, donc tu n'es pas la seule à bénéficier d'ailleurs d'une vente d'une boîte, soit dit en passant. C'est quoi les plus beaux moments, outre l'exit ? C'est les moments d'équipe, c'est les moments humains qu'on a traversés parce que ça a été 11 années. Franchement, on a sorti les rames. On a bossé vraiment comme des dingues. J'ai eu la chance de réunir un COMEX à mes côtés qui n'a pas bougé et qui s'est enrichi de personnalité. Mais j'ai eu une équipe près de moi qui est chère à mon cœur. Romain, Flo, Alexia, Mathieu... Laure. Et donc, c'est vrai que de les avoir pendant ces 11 années à mes côtés, on a construit un truc humain qui était génialissime. Et ça, tu vois, c'est de ça dont je me souviens. Je me souviens que quand on a vendu, après, moi, j'ai fait 3 ans et demi d'earn-out. Donc, je suis sortie opérationnellement début 2019. Et je leur avais dit, on fera un moment ensemble pour fêter ça. Et on est parti avec tout mon COMEX et tous leurs conjoints au Maroc pendant 4 jours faire la fête à Marrakech. Mais c'était tellement génial. Et en fait, c'est le plaisir, tu vois, du passage de la ligne d'arrivée, de dire, putain, je vais prendre dans les bras les gens avec qui j'ai autant transpiré. Et toutes les gamelles qu'on a prises, on les a prises et on a vécu ce voyage avec beaucoup de plaisir, mais on a aussi célébré cette réussite et on était heureux, quoi. Le bonheur, il est total quand il est partagé, c'est ça qui est beau. Bien sûr. Donc, je le lis entre les lignes, mais donc ce COMEX a été un soutien extrêmement précieux, salvateur à certains moments. Absolument, j'ai aussi. C'est quoi un COMEX qui te soutient ?
Ça se concrétise comment? C'est une bonne question. Je pense que c'est déjà des liens humains forts. Ouais. Il y a une grande intimité en réalité, tu vois. Tu peux ne pas être ami, bien sûr, mais tu as une vraie intimité professionnelle parce que, et je le vois aussi aujourd'hui, bien sûr, chez Résilience, enfin, tu passes des journées vraiment intenses, des moments stressants, des inquiétudes, et donc, c'est comme une équipe et c'est toi qui me l'a appris, tu vois. C'est comment tu te passes le ballon pour que tu suives le capitaine d'équipe quand il fait une action de jeu qui est pas la plus logique, mais tu vois, qui est en fait la bonne pour ce... Ah, j'ai pas oublié ça. Ça m'a marqué. Laissez du bout du monde. Laissez du bout du monde en 94, Non, Nouvelle-Zélande. mais ça m'a marqué. Ça me fait très plaisir que tu le dises. Ouais. Mais c'est marrant dans ce que tu dis, il y a un truc qui revient souvent, il y a une question qu'on me pose, parce que le rugby célèbre le travail d'équipe par excellence. Bon, évidemment, je suis biaisé, toi aussi, mais bon, c'est une chose. Et souvent, on nous dit, dans ces cas-là, vous devez tous vous aimer. C'est marrant, tu as prononcé la phrase. On n'est pas obligé de tous être amis, avoir un amour personnel. Par contre, il faut avoir un respect, une dévotion à la cause, comment tu dis ça? Pas une loyauté, reliable. Ouais, bien sûr, d'être... d'être là, un support l'un pour les autres. Ouais, et puis d'être là en cas de besoin, là, etc. sûr, Et c'est marrant, ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Et je dis, mais non, c'est la cerise sur le gâteau quand non seulement tu peux avoir un lien professionnel, moi, c'était un lien d'équipe hyper puissant, fort, sincère, réel, prêt à tout casser, et qu'en plus tu arrives à aimer ces gens d'une amitié sincère. Bien sûr. Alors là, c'est le Yukun Kun. Bien sûr. Mais c'est pas tout à fait tout le temps le cas, et c'est pas une condition sine qua non à la performance. Et ça, c'est un truc que souvent les gens qui n'ont pas été au milieu de ces cercles-là assez restreints n'arrivent pas à comprendre. Mais donc, comment est-ce qu'on crée une relation avec quelqu'un qui naturellement tu n'as peut-être pas un sentiment d'affection amicale avec lui parce que peut-être que vous êtes issus de cercles différents, etc. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait, quand tu grattais un peu, c'est marrant, tu parlais de relations humaines profondes, sans parler d'amitié, directement, c'est qu'on allait chercher un truc qui nous unissait. Si tu grattes vraiment, au bout du compte, que ce soit l'ambition, il y a l'ambition de rendre ses parents fiers, l'ambition de monter l'échelle sociale, l'ambition de mettre de la bouffe sur la table pour ses enfants. Il y a plein de types d'ambitions, mais elles ont toutes une valeur et une hiérarchie que l'on peut décider de classifier comme nous-mêmes, mais elles ont toutes quelque chose qui les unit et qui peut les rassembler. Est-ce que c'est comme ça que tu vois le truc, toi? On n'est pas obligé d'être amis, mais par contre, on doit trouver quelque chose qui nous unit. Ouais, c'est la mission de l'entreprise, tu vois. Je pense que c'est quelque part, moi, c'est ce que j'avais chez Litchi et Mangopé, c'est qu'on avait vraiment une mission commune de se dire, il y a un besoin pour ce produit, ce service. On est les bonnes personnes pour le mettre sur le marché, le faire grandir. Et on va y arriver. Et un peu au fond de nous, il y avait sûrement ce sentiment un peu irrévérencieux de se dire, on sera les premiers à avoir une licence d'établissement bancaire et on va ancrer ça. Et ça n'enlèvera rien aux autres, bien sûr, mais nous, on l'aura fait et on l'aura fait en premier. Et on a aussi cette mission commune, même peut-être encore plus puissante chez Résilience, puisque on est là ensemble pour nos patients et patientes. Et tu vois, ce matin, j'arrive au bureau, j'échange avec une de nos collaboratrices qui est infirmière et elle me raconte qu'hier, on a vraisemblablement sauvé la vie d'une patiente, tu vois. Et en fait, quand elle me raconte l'enchaînement de ce qui s'est passé, je me dis, mais rien que pour cette vie, j'ai bien fait de dédier les 4 dernières années et nous toutes et tous, on a bien fait, tu vois. Et donc, c'est ça qui nous lie chez Résilience, c'est cette mission. Et après, je pense que pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de différent parce que, tu vois, on va partager des passions communes, une forme d'humour, mais l'intimité professionnelle, c'est quelque chose qui est très fort. Il faut être effectivement, comme tu le disais, reliable, tu vois. C'est genre, je peux compter sur toi, tu peux compter sur moi. Donc, il y a une confiance très forte qui doit se jouer. Il faut accepter que les uns et les autres aient des défauts et des qualités et des moments durs aussi parce que la vie, elle n'est pas linéaire. Il y a des moments où t'en prends plein la poire. Moi, les 6 derniers mois, j'en ai pris plein la tronche parce que malheureusement, j'ai perdu un de mes amis proches. J'ai eu une galère de santé. Enfin bref, des trucs que tu vois, j'en ai pris plein la tronche. En fait, je me suis dit, il faut que je le dise à celles et ceux avec qui je bosse parce que je vis avec ça, tu vois. Et donc, comment faire autrement? Parce que je suis pas exactement la même personne que tous les jours, assise à mon bureau avec les uns et les autres. Et donc, j'ai pas pris le micro pour raconter à tout le monde, mais quand on a bu un café, tu vois, je l'ai dit, ouais, en ce moment, c'est dur. En un contre un? Ouais, bien sûr, ouais. Ça, cette soupape de décompression pour le stress ou cette soupape d'expression
de ta vulnérabilité Oui, bien sûr. Ouais. personnelle qui explique ton comportement, tu sais que ça, c'est rare. Hein. Moi, j'y crois dur comme fer. C'est une condition sine qua non à l'excellence parce que si tu vas essayer de créer une boîte extraordinaire, si tu veux être champion du monde de quelque chose, c'est pas est-ce que tu vas affronter l'échec, c'est quand. Ouais. Ça va forcément arriver. Tu vas tomber sur meilleur, tu vas tomber sur des trucs. Et quand en plus tu rajoutes la complexité de l'être humain, on est d'abord des êtres humains avant d'être des professionnels, des entrepreneurs et des athlètes, etc. Et donc, comme tu dis, il y a la santé qui reste quand même. Bien sûr. Des fois, le sort, la malchance, je sais pas comment on peut dire ça. Ça vient d'ailleurs, quoi, si tu veux. Mais si tu peux même pas l'exprimer, ça te ronge de l'intérieur. C'est quelque chose de... T'as senti depuis le début que ça allait être extrêmement important d'avoir cet espace d'expression avec tes collaborateurs, notamment ton COMEX? En fait, moi, je ne peux pas être différente, tu vois, au travail que dans la vie. Et donc, on passe un certain nombre d'heures, tu vois, ensemble toute la journée. Ce serait absurde de mentir à ceux et celles avec qui je passe le plus de temps. Et donc, oui, quand il m'arrive des poires, sans m'étendre pendant des heures, mais je le dis parce que parfois, ça peut expliquer que il y a un matin où j'ai été peut-être un peu moins souriante que je le suis d'habitude, ou plus sensible, ou moins dispo, moins à l'écoute, moins parce que oui. Et en fait, moi, je dis toujours à mes collaborateurs et collaboratrices, en fait, le contrat qu'on a ensemble, c'est vraiment un contrat qui doit être équilibré. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu auras besoin de l'entreprise et il y a des moments où l'entreprise aura besoin de toi. Et l'essentiel, c'est que ces deux, poids s'équilibrent. Il faut pas être dans une situation où la boîte compte toujours sur ses salariés et il faut pas une situation où le salarié compte toujours sur sa boîte parce que ça finit par mal se passer. Mais par contre, cet équilibre, il est vrai, tout le monde prend des poires dans la tronche. Tu vois, en 4 ans de vie chez Résilience, il y a eu des moments, malheureusement, où nos collaborateurs ou collaboratrices ont vécu, certains d'entre eux, des moments personnels difficiles. Et j'estime que c'était notre rôle en tant que dirigeant et en tant qu'entreprise d'être un socle et d'être là pour eux. Et inversement, on a eu des moments où il a fallu qu'on compte sur nos salariés parce que il y avait des moments où il fallait, se mettre tous ensemble et faire le haka et y aller, tu vois, et vraiment se dire on peut y arriver, quoi, et on a besoin de vous. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de leur partager et surtout de mettre un niveau d'exemplarité maximum, quoi. Et cette exemplarité, sans le savoir, parce que peut-être tu le fais d'abord pour te sauver toi, pas de façon égoïste, mais de façon réaliste. Parce que c'est ma nature, tu vois. C'est le fait de toi de montrer l'exemple, quand tu as cette petite conversation autour d'un café, ça va peut-être juste être l'élément déclencheur pour la personne qui est en face de toi, pour lui donner la confiance en elle, pour elle-même exprimer un truc. Tu sais pas quel secret tu peux découvrir. Non, mais c'est le secret. Tu sais pas quelle vie tu peux sauver en toi montrant l'exemple. C'est ça que j'essaie de te dire. Ouais. Et c'est vrai que, bon, tu vois, j'ai partagé ça en interne et c'est cette galère qui m'est arrivée. Et puis, il y a plein de gens qui m'ont écrit en direct en me disant ah, moi aussi, il m'est arrivé pareil. Ah, merci. Et en fait, c'est vrai que je me dis, tu vois, à la fin de la journée, on est quand même humain. Et moi, j'ai pas du tout de syndrome de la super-héroïne. Bien au contraire. Après, je me dois, oui, d'être loyale, irréprochable, au boulot tous les jours à 8 heures. Ça, bien sûr, c'est ma façon de fonctionner, mais avec les aléas qui font ce qu'est la vie. Et là, si on parle de généralité, de cliché absolu, t'étais pas serial entrepreneur à ce moment-là, parce que c'était en plein milieu du truc. T'es une femme. Ouais. Est-ce que t'avais pas peur, finalement, que dis-tu aux gens qui peuvent interpréter cette vulnérabilité comme une faiblesse, qui peuvent se dire d'accord, dans ces cas-là, elle admet qu'elle n'est pas suffisamment forte, costaud pour y arriver. Là, l'exemple que je te donne, c'est chez Résilience, c'est dans les 6 derniers mois. Mais en fait, moi, je pense que peut-être que c'est pas la boîte pour tout le monde, tu vois, et que peut-être certains ont une image d'un dirigeant ou d'une dirigeante différent, mais je ne cacherai pas qui je suis. Et j'ai bien sûr des défauts aussi et j'essaye d'apprendre, de m'améliorer, qu'on me fasse du feedback. Non, mais oui, tu vois, et je demande du feedback et la seule chose que je demande, c'est qu'il soit fait de façon bienveillante et c'est ce que je dois aussi aux uns et aux autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, et surtout peut-être post-2020, la vulnérabilité, elle fait partie du monde de l'entreprise. Et je crois qu'on doit l'ériger comme étant une valeur parce que on met pas le masque pour aller au travail, en tout cas pas chez Résilience, quoi.
Surtout, la vulnérabilité, je pense qu'elle doit faire partie d'un leadership incarné. Donc le rôle de l'exemple, il est absolument gigantesque. Parce que si toi, tu le fais pas, ça n'arrivera jamais, oui, très bien clairement. sûr. Ouais. Mais en plus, t'étais pas en train d'exprimer un stress qui n'avait aucun sens. T'étais pas en train d'exprimer une peur qui était irrationnelle. T'es en train de te dévoiler, toi, sur un truc extrêmement personnel. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour le faire, pour le dire, pour avoir le courage de mettre ça sur le devant de la table. On a parlé pas mal de Litchi, je voudrais qu'on parle un petit peu de résilience. Avant que tu en parles, je me permets de te partager un truc. Tu m'as gentiment demandé il y a quelques mois de venir faire des témoignages dans les vidéos que vous avez faites. Ouais. Merci d'ailleurs. Bon, avec grand plaisir. Et donc, on pourra en parler dans un petit moment, mais j'avais fait cet échange. C'était c'était marrant d'ailleurs, parce que la dame qui m'a interviewé, c'est la maman d'un joueur avec qui j'ai joué. Ah, c'est la vrai. maman je crois que c'est la maman d'Hugo Bonneval. Ouais. Ah, c'est drôle. Hein. Ouais. Oui, mais oui, bien sûr. Qui est mariée à Tatiana Golovin, qui elle aussi avait témoigné, je crois. Enfin bref, peu importe. C'était drôle parce qu'en plus on avait parlé de ça. Moi je connaissais pas, mais Hugo, j'ai joué avec lui. Et on fait tout ce truc. Alors tu sais comment je suis, je parle un peu de tout, de rugby, de machin. C'était facile pour moi. Et donc plein d'énergie, je fais mon truc. Et j'avais pas un peu oublié, mais un peu mis de côté la raison d'être de la boîte. Tu vois, je m'étais dit, c'est un témoignage, comme j'en fais toute la journée, comme toi aussi, comme un podcast, comme ça, on va échanger sur un truc. Et à la fin, elle me pose une question, elle me dit, et donc si tu avais un message à envoyer directement au... Tu sais, je devais parler un peu comme ça, et là, elle me dit, regarde la caméra, et si tu as un message à faire passer au patient, quel serait-il? Et là, je t'avoue qu'elle m'a foudroyé, parce que je voyais la caméra, et je me suis dit, il y a des gens qui sont malades, qui sont entre la vie et la mort. Il y a des familles qui ont des gens, qui soutiennent des gens de leur famille qui eux-mêmes sont entre la vie et la mort. Donc il y a une détresse de la vie horrible que moi j'ai la chance, touchons tout ce que j'ai, de ne pas avoir directement. Enfin, si, traversé, on l'a tous traversé malheureusement, mais pas directement à l'instant T. Et là, je t'avoue qu'elle m'a désarçonné total. J'ai failli lâcher ma larme parce que ça m'a vraiment fait quelque chose. J'ai commencé à ouvrir ma bouche en me disant, mais qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens? Et mon message, c'était de l'amour, quoi. C'était, je suis avec vous, quoi. Et là, je me suis senti con, mais terrible, parce que je ne savais plus quoi dire. C'était plus chaud, c'était la santé, c'était aider directement des gens. Et là, d'un coup, il y avait chaque mot qui compte, quoi, tu vois. Et là, j'ai touché du doigt, et toi, ça doit être x10 quand tu entends, comme tu disais tout à l'heure, une collaboratrice qui te dit qu'on a sauvé une vie. Là, on touche du doigt un truc très particulier, c'est que l'innovation, tu le sais, moi je partage tes convictions, doit jouer un rôle majeur dans l'usage de notre monde. Nous, chez Teampact, on a décidé d'être dans le climat et dans la santé. Toi, avec Résilience, c'est uniquement de la santé. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'abord ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites? Parce que quand on comprend la portée du truc, moi je te dis, j'ai tremblé comme une feuille. Merci Benjamin. En 2021, avec Jonathan, mon associé, nous avons créé Résilience, qu'on a cofondé ensemble et qu'on co-dirige, avec l'hôpital Gustave Roussy. Donc en fait, on propose des services de monitoring des patients à distance. C'est une solution qui est remboursée aujourd'hui par la Sécurité sociale. Donc le fonctionnement, il est assez simple. L'oncologue prescrit Résilience aux patients, souvent malheureusement au moment de ce qu'on appelle la consultation d'annonce, donc au moment où on annonce au patient ou à la patiente qu'il est atteint d'un cancer. Et ensuite, Résilience va en fait être le lien quotidien d'échange et de suivi entre le patient et son équipe de soins. Donc ça va lui permettre, par exemple, par l'intermédiaire de nos questionnaires qui sont adaptés en fonction de la pathologie du patient et de son historique médical, de remonter à l'équipe de soins des constantes vitales, des effets indésirables des traitements qui sont malheureusement nombreux et lourds, et donc de pouvoir contrôler l'état général du patient. Parce que c'est vrai qu'en fait, la plupart du temps, les patients et patientes ne sont pas ou plus à l'hôpital. Soit ils viennent en ambulatoire, donc ça veut dire dans la journée, faire leur chimiothérapie, puis ils repartent, et ensuite ils ne reviennent plus pendant 1 à 2 à 3 semaines. Soit même, ce sont des cachets qu'on prend à la maison, parce que c'est des thérapies orales. Donc en fait, l'hospitalisation est finalement assez rare en cancérologie. Et donc du coup, nous, on va venir faire le lien
pour ce patient ou cette patiente qui est en dehors des murs de l'hôpital, mais qui doit être suivi par son équipe de soins. Et ensuite, sur l'application, il va retrouver du contenu qu'on appelle d'éducation thérapeutique. Donc, on va aider le patient à comprendre sa maladie, à comprendre les traitements et les effets secondaires des traitements. Et le patient ou la patiente a vraiment besoin de comprendre ces 3 piliers pour devenir lui-même ce qu'on appelle acteur de sa maladie, mais pour pouvoir la maîtriser et de pouvoir comprendre, OK, si en ce moment je prends tel type de traitement, j'ai des risques d'avoir par exemple des nausées ou des vomissements qui sont très classiques. Donc comment je m'alimente? Quel type de nourriture je prends? Comment je vais faire mes repas? Et donc tout ça, on va l'accompagner. Donc on a des contenus sur la nutrition, sur la santé mentale, sur les soins palliatifs, sur la santé sexuelle. Et la préparation physique aussi. Sur la préparation physique, j'y viens. On a des soins de support dédiés aussi à accompagner le patient à se remettre au sport, à la marche. On a des thérapies cognitives comportementales entièrement digitales sur l'anxiété, la fatigue, la peur de la récurrence, les bouffées de chaleur. Vraiment, on couvre une quantité importante de problématiques et de questionnements que se pose le patient ou la patiente au quotidien. L'impact, c'est une meilleure qualité de vie pour le patient qu'on a pu prouver. Une réduction de la venue aux urgences ou d'hospitalisation non prévue. Donc, on permet vraiment d'améliorer l'organisation des soins. Et puis, le 3e impact, c'est une augmentation de ce qu'on appelle la dose intensité relative, c'est-à-dire que le patient va pouvoir prendre plus de doses de traitement, puisque comme il a moins d'effets secondaires grâce à la télésurveillance, parce que comme ils sont mieux pris en charge, il peut prendre plus de doses de traitement et donc potentiellement, c'est plus de chances de survie aussi. Donc, franchement, c'est un système extraordinaire qu'on n'a pas inventé, qui a été inventé par un chercheur pour la cancérologie qui s'appelle Ethan Bash, qui est notre conseil scientifique, qui est un chercheur américain. Et nous, on a repris une étude clinique qui avait été faite par Gustave Roussy avant qu'on démarre sur la télésurveillance et qu'ils nous ont proposé d'industrialiser. Donc, c'est comme ça que s'est fait la création de Résilience. C'est vraiment ce partenariat avec Gustave Roussy et cette volonté de permettre un meilleur soin pour 20 millions d'hommes et de femmes qui sont touchés chaque année par un cancer. En France, c'est 500 000 personnes de nouveaux patients et patientes. C'est 5 millions d'hommes et de femmes qui vivent avec un cancer. Et donc, c'est vraiment important pour nous ce travail autour de à la fois le monitoring et puis le contenu et l'éducation thérapeutique pour les patients, ainsi que les soins de support. Parce que, comme je te le disais, c'est le lien quotidien qu'on crée avec les patients. Et souvent, les patients ne sont pas proches de l'hôpital dans lequel ils sont soignés. Parfois, il faut faire 2 heures de voiture. Et donc, finalement, on va apporter vraiment une meilleure qualité de vie. Et donc, on mesure par l'intermédiaire du Net Promoter Score, donc le NPS, la satisfaction des patients et des soignants. La satisfaction des patients, elle est hallucinante chez Résilience. On a un NPS de plus de 60, ce qui est énorme, parce que les patients se sentent vraiment mieux pris en charge. Et donc, le contenu auquel tu as participé, il est super important parce que c'est une autre façon de parler de la maladie et d'affronter la maladie. Et donc, je vais te donner un exemple. On avait tourné des contenus qu'on avait appelés les pensées de résilience, où on a interviewé des hommes et des femmes qui ont vécu des moments très difficiles dans leur vie. On avait interviewé, par exemple, Marie Robert. On a interviewé Olivier Goua, tu sais, qui est entrepreneur qui a la maladie de Charcot. On a interviewé Latifa Imziatem. C'était la maman du militaire qui a été tué par Mohamed Merah. Et donc, voilà, on les a interrogés sur comment tu rebondis malgré des difficultés terribles de la vie. Et on a fait un visionnage avec les patients et j'étais présente de ces différents interviews. Et en fait, le premier retour unanime des patients a été « Pourquoi on m'a jamais parlé de ma maladie comme ça ?» Parce qu'en fait, c'est comme ça que je veux en entendre parler. Parce que je sais qu'en fait, j'ai des sources et des ressources en moi pour rebondir, mais c'est tellement plus facile de la comprendre comme ça. Et donc, c'est la même chose quand on a fait cette vidéo ensemble sur quels sont les moyens, en fait, de rebondir. Tu vois, Mathieu Lartaud est venu aussi nous raconter son parcours. Comment tu survis à un tel choc 2 fois dans ta vie et donc, les patients et patientes, je crois qu'on leur apporte beaucoup de bien-être. Moi, je suis pas patiente, donc je ne fais que me faire le transmetteur de ce qu'elles nous disent. Mais on leur apporte beaucoup de bien-être. Et donc ça, j'en suis vraiment très heureuse. En plus de l'accompagnement, de la télésurveillance, comme j'en parlais. Ça vaut le coup de se lever le matin quand même. Ça vaut le coup de se donner du mal. Ouais, moi, je suis hyper épanouie. Comme je le disais, mes parents étaient médecins, ils sont retraités aujourd'hui. Je viens d'une famille de médecins, il y a 3 générations de médecins chez moi, donc c'est vrai que je pense que j'ai eu quelque part, à un moment donné, enfance, ce truc chevillé au corps, que ton destin, il est plus grand quand il est au service des autres.
c'est vrai, mon grand-père était neurochirurgien, il a créé le CHU de Toulouse, le CHU Rangueil. Et donc, c'est vrai qu'enfant, tu vois, le mercredi après-midi, j'allais pas au parc avec lui, j'allais dans les sous-sols de la fac de médecine pour aller voir des viscères dans du formol, etc. Et je sais pas, je crois que ça m'a vraiment donné envie de dédier ma vie aux autres. Et je l'ai trouvé en étant entrepreneur dans la santé. Ouais. C'est rare de trouver des gens qui construisent des solutions soit pour sauver le monde, soit pour sauver des vies. Donc, quand on s'en rapproche de près ou de loin, ça fait chaud au cœur, quoi. Merci. Ça redonne de l'énergie. Je suis censé, je suis censé en apporter aux autres, mais à chaque fois, j'en prends dans toutes ces conversations. Parce que ça donne envie d'aider. Hein. Ouais. Et puis, mais en fait, c'est là où je trouve dingue, c'est de se dire que le digital, une application digitale, elle peut être plus puissante même qu'un médicament. Tu vois. Et c'est ça qu'on a prouvé en étant remboursé aussi avec tout le processus lourd et complexe. Et c'est normal pour aller jusqu'au remboursement. Ouais. Et donc ça, j'en suis hyper fière. Quand la Haute Autorité en Santé a écrit qu'on avait ce que Résilience apportait était supérieur au suivi conventionnel pour tous les patients et patientes atteints de cancer, je me suis dit, on a porté cette pierre-là à l'édifice. Peut-être que ce sera pas Résilience demain qui réussira, tu vois, sur du long terme. Mais en tout cas, on a changé la façon de suivre et accompagner des patients et des patientes. Tu as chaudement parlé de ton COMEX pendant la période Litchi. Ta relation avec Jonathan, est-ce que vous avez, je pense que c'est oui, mais est-ce que vous avez, et si oui, comment recréer cet espace, ce safe space, cet endroit où vous pouvez être absolument vous-même tous les deux, vous pouvez tout vous dire, vous pouvez tout entendre, vous pouvez parler du perso, vous pouvez échanger, vous pouvez tout mettre sur la table. Est-ce que vous l'avez créé et si oui, comment ? Écoute, avec John, tu vois, on est un peu comme deux sportifs de haut niveau qui se sont associés pour être meilleurs ensemble. On avait chacun un parcours différent, mais avec des similitudes dans le fait qu'on a monté nos boîtes jeunes, qu'on a eu la chance tous les deux de très bien réussir avec beaucoup de claques sur la route et de se dire, en fait, ensemble, on peut être encore meilleurs. Ouais. Et je crois que vraiment, ce qui nous unit avec John, c'est que quand on est deux, en fait, on est 5. Hein, et parce qu'on est très complémentaires. On a eu, je pense, l'intelligence de savoir bien organiser la boîte par rapport à nos forces respectives et d'en faire du coup des forces communes. Donc ça a été un travail vraiment basé sur la confiance, la compréhension de qui est l'autre, qu'est-ce qu'il peut apporter dans l'aventure et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et après, bien sûr, pour diriger une boîte comme ça, avec un job de co-CEO, il faut beaucoup d'intimité, il faut se dire les choses. Alors, on n'est pas toujours d'accord, mais on est toujours d'accord sur la façon de faire les choses, sur l'écoute qu'on va apporter à nos collaborateurs et collaboratrices. Et puis, ensemble, on a aussi créé une équipe, notre COMEX, très fort à nos côtés. Et on partage ce plaisir-là de faire grandir les uns et les autres et de les embarquer dans notre aventure. Je considère pas du tout que c'est la Bible, mais tu sais, j'ai créé ma pyramide vers la performance pérennisée. Elle commence par la connaissance de soi. Ensuite, elle va dans la complémentarité des équipes, l'alchimie d'équipe. Ensuite, c'est les règles du jeu. Il y a aussi des standards d'exécution. Si tu veux aller créer une boîte qui va révolutionner le monde de la santé, ça vient avec des standards d'excellence. Le leadership incarné, donc la force de la vulnérabilité, etc. Et ensuite, pour pérenniser tout ça, il y a feedback culture, se dire que le feedback, la critique constructive est un cadeau. Ouais. Et il y a une idée de growth mindset, d'amélioration perpétuelle. Mais tu vois, la base que je t'ai dit, la connaissance de soi, les Anglais disent la self-awareness, c'est exactement ce que tu viens de décrire quand tu dis « Je suis capable de m'associer avec John parce que je sais là où il est bon, là où il est moins bon, et je sais moi là où je suis bonne et là où je suis moins bonne. » Encore faut-il savoir là où sont tes relatives faiblesses. J'appelle même pas ça des faiblesses, j'appelle ça des angles morts. Ouais. Faut les voir, quoi. Bien sûr. Donc ça part quand même d'une connaissance de soi qui est puissante et ça demande beaucoup de courage d'affronter ses démons, d'admettre quand tu ne sais pas. Il y a quand même un sacré paquet de leaders qui font semblant de tout savoir, qui font semblant d'être parfaits en tout. Quand on essaie d'être parfait en tout, d'ailleurs on est moyen dans tout. Par contre, quand on arrive à identifier ses forces, c'est là où potentiellement on peut devenir le meilleur du monde dans juste une petite niche qui est la sienne. Mais quand tu arrives à identifier chez l'autre une force que tu n'as pas et qu'on est prêt à tout mettre à plat pour unir nos forces, là, bien ça sûr. Peut être très, très puissant. Bien sûr. Et puis après, tu vois, il faut aussi savoir se faire accompagner, se faire coacher. Ouais. C'est pas des choses qu'on a fait très fréquemment, mais ça nous est arrivé dans notre parcours d'entrepreneur et ensemble. Et je pense que c'est aussi très utile.
Parle-moi un peu plus de ça, de ce coaching. Ouais, on a fait du coaching, tu sais, avec un coach qui s'appelle Visconti Partner. Je sais pas si on peut les citer, mais non, on n'a pas le droit. Avec un coach, on verra. On a fait avec un coach, voilà. Peut-être récupérer un petit sponsor, là, ça va être bien. Et qui nous a permis, de nous challenger, de, à un moment donné, savoir aussi, tu vois, nous permettre à l'un et l'autre de se remettre en question, d'avoir un espace de discussion ensemble. Et moi, je trouve ça super puissant. Ouais. Est-ce que c'est possible, tu crois, d'atteindre l'excellence sans friction? Est-ce que c'est possible de prendre des décisions extrêmement stressantes, extrêmement compliquées, extrêmement vite, en étant tout le temps d'accord, tout le temps dans le comment ils appellent ça, le meet me in the middle, quoi. Mais parce que nous, on n'est pas dans un mode on coupe la poire en deux, en fait. On est vraiment dans un mode de dire, ok, sur tel périmètre, je te fais confiance, sur tel périmètre, je te fais confiance. Et donc, on a vraiment cette idée de complémentarité et de se dire, ok, on répartit bien nos responsabilités, on se fait confiance, on est une équipe. Et sur la vision, jusqu'à présent, on a toujours eu une vision commune. Tu fais confiance à John sur un choix parce que c'est son domaine d'expertise. Ouais. Il est sûr. John, c'est un buteur. Tu vois, non, mais tu le connais, c'est un buteur. C'est facile. Et il met sur le poteau. Ouais. Et il met sur le poteau. Le penalty, il est pour moi. Je m'en occupe, Céline. Laisse faire. Je m'en occupe. Ouais. Bien sûr, John, vas-y. Et il le met au-dessus, il le met sur le poteau. Mais c'est la vie. Faut recommencer. D'une, faut recommencer. De deux, le seul moyen de réellement avoir une confiance incarnée dans la durée, c'est que cette confiance, elle est absolument totale. Bien sûr. Au moment où tu lui laisses prendre le penalty. Bien sûr. Peu importe l'outcome, peu importe la conséquence, peu importe le... Et c'est une décision commune, tu vois. Et c'est une décision commune. Mais dans la décision commune, il y a aussi une responsabilité commune. Ouais. C'est ça qui est vachement dur. La prise de décision, elle n'incombe pas de toute la responsabilité. Bien sûr. Sinon, c'est lourdeau. Je suis d'accord avec toi. Et malheureusement, vous allez vous planter pas mal de fois. C'est le jeu de l'excellence et de la évidemment, complexité. 99 fois sur 100, tu te plantes. Et donc, ces références au sport, je suis très content que tu te sois souvenu de laisser du bout du monde. John est très sportif aussi, bon ça ok. Squash, paddle, tout ça, c'est vraiment tennis, c'est vraiment ses sports bien sûr, et rugby. C'est quelque chose qui vous anime? C'est que tu vois ces parallèles, moi, que j'essaie de dresser entre, quand je te dis naïvement, les entrepreneurs sont les athlètes de la vraie vie. C'est des parallèles que tu vois, toi, et que tu incarnes. Moi, je le pense, mais que tu vois, que tu ressens. Moi, je le vis. Je sais que, tu vois, je fais un sport de fond qui prend du temps, qui me demande beaucoup de préparation, que j'ai une hygiène de vie irréprochable. Bien sûr, moi, je me considère comme... une sportive de l'entrepreneuriat, tu vois, vraiment, je le vis comme ça. Donc, j'ai quand même une certaine rigueur de vie. Alors, je dis pas que j'ai une vie monacale, mais j'ai une certaine rigueur de vie, surtout en ayant des enfants. Tu es quand même un peu obligé d'un moment donné, tout ton planning, il soit d'équerre. Ouais. Je fais du sport 4 à 5 fois par semaine. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels je peux pas passer à côté, quoi. Et j'ai besoin de cette hygiène de vie-là, de cette méthodologie, de cette structure. Et je sais que, je vais... tu vois, je vais en chier, c'est sûr, mais on est sur une compétition de fond, quoi. Tu sais que quand je te disais le poids de l'exemple, toi, t'es malheureusement, ou tant mieux pour toi, tu as un totem où tu représentes une nouvelle génération potentiellement de femmes entrepreneurs françaises qui ont envie de se lancer grâce à des gens comme toi, elles franchiront le pas. Moi, dans mon métier à moi, j'ai besoin d'avoir ces exemples-là, mais j'ai aussi besoin d'avoir des exemples d'athlètes féminines. Alors là, c'est un autre sujet parce que quand tu es entrepreneur ou entrepreneuse, peu importe comment on le dit, l'exit financier, il est le même. Heureusement, il manquerait plus que ça. Mais dans les sports féminins, malheureusement, il y a quand même un poids économique qui est largement moindre, qui est très complexe. C'est peut-être pas le moment d'en parler parce que là, c'est vraiment tout un autre sujet. Est-ce qu'il faut mettre de la visibilité pour ensuite récupérer des sponsors ou mettre des sponsors pour mettre c'est le serpent qui se mord la queue. C'est un problème sans nom. Mais est-ce que tu as cette sensation du coup que l'excellence, c'est l'excellence et que ton totem de réussite, il peut réjaillir sur plein d'autres secteurs de la société? Est-ce que tu as la sensation que finalement ce domaine d'excellence incarné par une femme française qui a envie de sauver ou en tout cas sauver des vies, il peut vraiment se répandre dans plein d'autres secteurs
Ou est-ce que tu es encore suffisamment naïf pour te dire, je pense qu'à ma boîte, il n'y a que les gens à résilience qui seront inspirés par ce que je fais et c'est tout? Alors moi, je suis évidemment, très honnêtement, un peu mal à l'aise avec cette caractérisation de Ouais. totem. Le sentiment d'avoir une responsabilité, comme je te le disais, surtout vis-à-vis des femmes qui veulent entreprendre, Ouais. qu'elles soient jeunes ou pas jeunes, et de leur dire que c'est possible, que c'est pas facile. Je sais pas si you can have it all, tu vois. En tout cas, peut-être pas tout en même temps, mais je sais que c'est possible et je sais que c'est une carrière qui, si tu la sens, apporte énormément d'épanouissement, de liberté. Chaque jour, je me dis, j'ai entre les mains la possibilité de faire, d'orienter quelque chose et de le construire. Et donc ça, c'est extrêmement enrichissant. Et donc, je me sens ce devoir, oui, d'accompagner et de transmettre ce message. J'ai beaucoup, comme on le disait, investi de temps chez Sista pendant plusieurs années de façon vraiment opérationnelle, notamment les 2 ans où je n'ai pas travaillé entre Litchi et Mangopé et puis Résilience. J'ai pris 2 ans de break. J'ai eu mon petit garçon et j'ai été vraiment à mi-temps sur Sista. Donc, ça m'a tenu très à cœur sur la loi sur le congé patte, comme je le disais. Voilà. Après, évidemment, ce côté totem, je n'aime pas le voir, je n'ose pas le voir. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec ça, mais je pense que c'est très personnel. Donc, Tant mieux voilà. je suis désolé de te le dire, mais tant mieux que tu sois mal à l'aise et tant mieux parce que tu n'aimes pas le voir. Au moins, ça te rend authentique et sincère et tu joues pas un rôle, quoi. Non, Tu, bah non, tu le fais pas pour, tu le fais pas pour être un totem. En gros, c'est ça que je veux dire. Non, mais surtout, je pense que je ne m'en rends pas compte, surtout. Bah, tant mieux. Tant mieux, parce que ce qui compte juste, c'est que tu montres l'exemple. À la limite, si tu t'en rends pas compte, ça t'enlève du stress, tant mieux. Donc, tes plus grands succès d'entrepreneur, c'est des connexions humaines, c'est des victoires partagées. Tes plus grands succès d'investisseur ou d'investisseuse, c'est de filer un coup de main, d'être un soutien précieux, de pouvoir être un moyen de passage à l'action pour des personnes qui peut-être ne peuvent pas être. Tes plus grands succès personnels, bah, c'est peut-être la création d'une famille, c'est des relations sincères, c'est la fierté de représenter les tiens. Qu'est-ce qui peut encore plus te faire te lever du lit tous les matins pour te donner du mal quand tu as déjà vécu tous ces succès? Bah, ma mission avec Résilience, aujourd'hui, elle m'anime profondément. Et j'ai eu souvent le sentiment, parce que donc, comme je te l'ai raconté, au début de ma carrière professionnelle, pendant 11 ans, j'ai développé Litchi et Mangopé. Puis donc, pendant 2 ans, j'ai pas bossé. Mais à la sortie de Litchi et Mangopé, je me suis dit, je vais faire médecine. Et vraiment, c'était un truc, je m'étais dit, bon, allez, j'avais pas le courage quand j'avais 18 ans, parce que quand j'étais du coup à Toulouse en terminale, mon père, mon oncle et mon grand-père étaient enseignants en première année de médecine. Donc pour moi, ça me paraissait juste impossible de facer ça. Mon oncle était doyen de la fac. Et donc, j'avais pas eu le courage. Et donc, j'ai fait le parcours que je t'ai raconté. Et puis, du coup, bah, j'ai vendu Litchi et Mango. Je l'ai bien vendu. Donc, j'ai eu des sous et j'étais plus opérationnelle à un moment donné. Donc, je me suis dit, bah, voilà, je vais reprendre mes études et je vais faire médecine. Et donc, je prépare mon dossier, sachant que comme j'étais diplômée d'une grande école, tu peux faire une passerelle pour entrer en 3e année. C'est sur demande auprès du doyen de la fac de médecine. Et je prépare tout mon dossier. Et puis, au moment de le déposer, je me rends compte, parce que j'avais un peu traîné, que c'était possible jusqu'à 35 ans et 364 jours, quoi. Et je venais de fêter mes 36 ans. Et donc, en fait, c'était trop tard. Et je me suis pris une énorme baffe dans la gueule de me dire... punaise, tu vois, je pensais que c'était le destin de ma vie de reprendre mes études et devenir un grand médecin, etc. Et puis, j'ai une baffe comme ça parce que je me suis dit, bon, bah, je vais faire un doctorat à Columbia. Il y avait la possibilité de le faire en partenariat avec la Fondation Obama. Voilà, je m'étais dit, bah, ça peut être un projet aussi intéressant. Donc, j'ai monté tout le dossier, j'ai retourné ciel et terre. Il fallait avoir des lettres de sponsors, enfin de sponsors dans le sens de... Recommandation. Oui, recommandation, merci, du gouvernement. Alors, je me suis dit, oh là là, mais comment je fais? J'ai réussi à avoir une lettre du président. C'était vraiment un truc, tu vois, j'ai remué ciel et terre. J'ai fait une vidéo pour présenter mon profil. J'ai fait intervenir 50 personnes. On était 8000 à postuler. Il y avait 8 places. Je finis dans les 30 derniers et puis je suis pas prise. L'enfer sur Terre.
Et j'étais dégoûtée. Je suis même allée à New York pour aller leur demander où ça en était, en disant ah tiens je passais par là. Pas du tout, je passais pas du tout par là. J'étais allée pour ça. Parce qu'en fait, avec le Covid, ça avait commencé aussi les dossiers à se ralentir, bref, tout ça. Bon, donc je me suis pris ces 2 poires dans la tronche qui ont été hyper dures. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai 36 ans. Putain, c'est tôt pour être à la retraite et je voyais l'ennui. Puis, même si avec Sista, j'étais assez épanouie de mes actions, j'étais pas assez rassasiée intellectuellement. J'avais beaucoup de maux de tête, du coup, c'était vraiment dur pour moi, quoi. Je tournais un peu, je pense, comme un lion en cage, mais dans ma tête. Et puis, en fait, résilience s'est offert à moi, tu vois. Et résilience, j'ai la conviction que tout ce que j'ai fait dans ma vie avant, le fait de me pas réussir à faire médecine 2 fois, le fait de... Non, mais pas 1, 2 fois. Moi, je ne suis même jamais allée jusqu'au premier banc de la fac, tu vois. Il y en a qui font au moins la première année, même pas. Mon histoire entrepreneuriale avec Litchi et Mangopé, et puis toutes les probablement... l'activisme aussi et mes engagements m'ont amené à résilience. Et donc, résilience, tu vois, c'est quelque part un peu l'histoire de ma vie. Je me suis préparée pendant 35 ans pour faire résilience. Et donc, aujourd'hui, tous les jours, pour répondre à ta question, je me lève en me disant, je suis à ma place. Voilà. C'est incroyable. J'adore quand tu dis, toute cette préparation, finalement, m'ont amené à me lancer dans résilience. C'est l'histoire de ma vie. Il y en a quand même bon nombre qui auraient arrêté à 36 ans, qui n'auraient même pas envoyé un dossier d'ailleurs, pour aller faire médecine. Mais je m'ennuyais trop. Ça, c'est génial. C'était cette idée de growth mindset, de progrès, de perpétuelle amélioration individuelle. Mais là, ce qui est beau, c'est que tu te rajoutes un truc, c'est dans le but de sauver des vies, quoi. Donc, tu le fais moins pour toi, plus pour les autres. Et c'est chouette. Et donc, l'ambition que l'on peut souhaiter à Résilience, c'est quoi? T'as des chiffres en tête? T'as un truc? Ah bah, sky is the limit. Hein. Ça, c'est sûr, mais t'as un truc? Aujourd'hui, on a 12 000 patients télésuivis en France. On est dans une centaine d'établissements en France et en Belgique. On veut se déployer à l'international. Et on a pas mal de projets sous le carton que je peux pas encore complètement communiquer, mais on a vraiment des trucs cool qui arrivent. Et donc, nous, on est convaincus que Résilience peut répondre à tous les besoins dans les pays occidentaux. Donc, tu vois, pas que en France ni en Europe. Et qu'il y a sûrement d'autres illustrations dans d'autres maladies chroniques. On a racheté en fin d'année dernière une boîte qui s'appelle Guticare, qui fait la même chose que nous dans les maladies des Mickey. Donc aujourd'hui, on est présent en cancérologie et dans les Mickey, avec cette ambition de monitorer et accompagner le patient avec de l'éducation thérapeutique pour améliorer la qualité de vie et la survie des patients. L'année prochaine, tu as une offre de rachat de Résilience, je pense pas que tu vendes. Non. C'est fou quand même. Là, tu te rajoutes un degré de complexité, mais aussi de dévotion à la cause qui va juste démultiplier le bonheur final, qui est cette envie de sauver le monde en commençant par sauver une vie après une autre, quoi. Ouais, et puis comme je te disais, moi j'ai le sentiment d'être à ma place, d'être avec des gens que j'admire, que j'estime, avec qui j'adore travailler. On a créé une culture d'entreprise hyper forte. Et donc, pour rien au monde, je ferai autre chose le matin quand je me lève, quoi. C'est beau. Dans tout ce sprint de cette vie qui paraît un petit peu folle et pourtant déjà extrêmement remplie, comment est-ce que tu fais pour pour pérenniser la performance? Bon, je te donne la réponse plus ou moins, mais j'aimerais savoir comment tu fais. Comment est-ce que tu fais pour t'octroyer des moments de repos et des moments de développement personnel? Il y avait, ça me fait penser parce que j'étais là avec Yannick Nyanga, l'ancien joueur du Stade Toulousain, et on a fait un épisode ensemble. Et il me disait quand il était en Nouvelle-Zélande, il avait fait le tour des provinces néo-zélandaises. Et pour lui, le succès des Néo-Zélandais, c'était le rapport entraîneur-entraîné. C'était pas un rapport hiérarchique de dictateur. C'était des joueurs qui avaient tellement envie d'apprendre que finalement, c'était un compagnon d'apprentissage, le coach. Je suis là pour t'aider à apprendre encore plus et encore mieux. Il y avait une relation vraiment... Il y a une hiérarchie, exactement, et vraiment un niveau hiérarchique identique. Alors qu'en France, c'est un peu plus maître d'école, élève, coach dictateur, coaché, tais-toi, quoi. Et il parlait de moments de développement qu'ils appelaient les hedge windows, ou les edge windows, là où tu vas gagner ton edge par rapport aux autres. Et notamment, ça me rappelait qu'en France, on joue au rugby 750 matchs par an, et on se dit, avec tous ces matchs, pour gagner autant d'argent, combien de vacances les joueurs vont pouvoir avoir par an? En Nouvelle-Zélande, ils ont dit, dans un but de performance, il faut pouvoir se reposer et il faut pouvoir se développer. Et donc, il y a 8 semaines incompréhensibles par an
qui sont 4 semaines de repos total. C'est le seul moyen qu'ils ont demandé à des médecins, des machins. Au bout de 4 semaines, tu es à peu près revenu à tes états physiologiques normaux. Et ensuite, il y a 4 semaines de développement. C'est le minimum avant de pouvoir attaquer une pré-saison. Et donc, ils ont mis 4 semaines imbougeables et ils ont construit des matchs autour. Ah ben, au final, on peut en rentrer 22 ou 23. Enfin, tiens, c'est vraiment, ils ont... Ah, génial. Est-ce que toi, tu as réussi à te faire un truc comme ça qui va pérenniser ta performance du coup et qui va te permettre de soutenir le rythme qui est quand même assez effréné, d'avoir un équilibre maintenant familial, personnel qui est évidemment important, tu l'as souligné plein de fois, et puis de pouvoir t'octroyer des moments où tu souffles, et puis c'est là peut-être là où te vient la bonne idée que tu n'avais pas vue, tu étais tellement focus tunnel vision, quoi. Tu poses plein de questions, enfin en tout cas ça soulève chez moi plein de questions. Bah, déjà, comme je te le disais, j'ai un agenda qui est quand même assez militaire et qui est vraiment structuré de 8h du mat à 19h, il y a vraiment tu vois, rien qui peut dépasser à la minute. Ouais. Je fais du sport, comme je te le disais, 4 à 5 déborder, fois. promis. Bah voilà, tu vois, j'étais un peu chiante en arrivant. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, mais c'est vrai. Je fais du sport 4 à 5 fois par semaine. Donc ça, c'est vraiment... Pour moi, mon idéal, ce serait de faire du sport 6 jours par semaine. Aujourd'hui, j'y arrive pas, mais... Quoi comme sport? Alors, je fais beaucoup de yoga, du pilates, et puis après, je fais du fitness. Je m'entraîne, je fais de la muscu et du... Enfin, renforcement musculaire et du cardio, quoi. Super. Donc, j'essaye d'avoir des choses assez complètes. Mais c'est vraiment pour une question de plaisir. Tu vois, ce soir, je vais au yoga à 19h. Mardi, entre midi et 2, j'ai fait du pilates. Hier matin, je suis allée à la salle de sport. Enfin, j'essaye de varier. Demain matin, j'ai encore du yoga à 7h. Voilà. Donc, j'ai quand même une hygiène de vie, un agenda assez structuré et militaire. Moi, je suis quelqu'un, en fait... Comme je connais mes défauts maintenant avec le temps, je suis quelqu'un qui peut travailler beaucoup et j'aime travailler beaucoup. Et donc, je sais que c'est mon ennemi parce que en fait, j'ai une grosse force de travail. Mais c'est pas bon parce que en fait, du coup, ça te consume, ça te fatigue, tu fais chier les autres. Enfin, c'est pas bon. Donc, j'ai organisé mon agenda pour avoir vraiment toujours une sorte de clause de respiration tous les jours avec soit 1 heure de sport, soit si c'est pas 1 heure de sport, le mercredi midi, je déjeune avec mon fils. Le vendredi matin, quand je l'ai, parce qu'on est en garde partagée avec son papa et que je fais pas yoga, je l'amène à l'école. Enfin, tu vois. Donc, j'ai vraiment toute cette organisation-là qui est au cordeau. Et moi, j'y trouve beaucoup de plaisir d'avoir une forme d'organisation précise. Après, sur la question de comment tu arrives à prendre du recul et tout, c'est aussi en faisant d'autres choses. Et donc, l'année dernière, pendant 1 an, j'ai fait un teacher training de yoga. Je voulais pas devenir prof de yoga, mais je voulais avoir un 200 heures. Donc, ça a duré de juillet à janvier. J'ai adoré redevenir l'élève. J'ai adoré être assis au fond de la salle, bien sûr, parce que je suis quand même Céline Lazorte, je suis toujours la mauvaise élève, mais j'ai adoré le fait de pas être... Oui, bien sûr, mais de pas être moi au devant de la scène, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose que je vis beaucoup dans ma vie professionnelle, d'être sous les spotlights, et donc là, j'ai pris un plaisir immense à redevenir l'élève, et bien au-delà du yoga, tu vois, ça m'a apporté... énormément de plaisir, de bien-être, de recul. Franchement, c'était dur. Un week-end par mois, je faisais vendredi, samedi, dimanche, 7h, 18h30. J'étais rincée le lundi matin quand je recommençais, mais j'étais pétée en deux. Je ne pouvais plus lever un bras et tout. Et puis, il fallait quand même un peu bosser, mais ça a été génial. Et donc ça, tu vois, ça m'a sorti de mon quotidien et ça m'a obligée à être à une autre place dans la société. Et c'est vraiment important parce que sinon, tu n'as plus les pieds sur terre. Incroyable. Et puis, après, bien sûr, j'échange beaucoup avec mes pairs entrepreneurs. J'ai fait pas mal de voyages avec le Galion et où c'est des moments qui sont vraiment riches parce que moi, j'ai besoin de taper la balle, j'ai besoin d'échanger avec mes pairs. Magnifique. Quelques petites questions pour finir cet échange. On aurait pu rester bien plus longtemps. Il va falloir que tu sois un peu moins discipliné sur ton agenda pour qu'on puisse échanger. Mais au pire, on recommencera. Avec plaisir. Avec plaisir. Un documentaire, un film, un truc à regarder en gros qui t'inspire, qui t'a passionné, qui te passionne, qui t'intéresse, qui a éveillé ta curiosité. Un livre, peut-être qui est ton livre de chevet, que tu relis de temps en temps ou que tu as découvert il n'y a pas longtemps, peu importe, un truc que tu recommandes. Et puis comme ça, j'ai peut-être une idée sur qui ça peut être, mais un athlète qui t'inspire, un homme, femme, ce que tu veux, qui t'inspire ou que tu aimerais rencontrer. Et si oui, pourquoi ? Donc le film ou documentaire. Ouais, alors documentaire, je vais te parler de On Suzanne. Tu connais On Suzanne ou pas ? C'est une plateforme montée par une jeune femme qui s'appelle Eve, qui est une plateforme de contenu qu'elle produit, qui sont soit des documentaires, soit des mini-séries engagées, je dirais. Et donc ils vont aborder
sujets que malheureusement on n'aborde pas assez, comme le postpartum, comme la paternité, le rapport à l'image de soi, la sexualité, le lesbianisme. Enfin voilà, elle couvre plein de sujets qui sont à mon avis des sujets de préoccupation et d'actualité majeurs, essentiellement pour les jeunes femmes et jeunes hommes, mais aussi pour nous toutes et tous. Et donc il y a un documentaire que j'ai regardé il y a 48 heures qui s'appelle Bénissez nos seins, qui est absolument passionnant sur le rapport que la société a à la poitrine et comment, dès que tu deviens une adolescente, il faut la cacher, il faut la masquer, qu'est-ce qu'il faut en faire, comment ça se passe dans les différentes cultures dans le monde. Et c'est absolument passionnant et elle fait un travail brillant. Elle a une 30aine d'années avec beaucoup de précision et d'intelligence. Donc vraiment, On Suzanne, c'est une plateforme géniale. Je recommande à fond. Le livre, bon... Je crois que mon livre de chevet, c'est quand même L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, que j'ai lu 1000 fois et qui est un livre qui me tient très à cœur. Et sinon, très récemment, j'ai lu Le Mage du Kremlin d'Ahan Poli, qui est absolument passionnant et qui raconte toute la manipulation des élections et notamment les couloirs de l'élection de Poutine et de Poutine au pouvoir. Donc, c'est assez passionnant. Et alors, le ou la sportif que je voudrais rencontrer, alors je vais choisir une femme, même si sinon j'aurais choisi Antoine. Il y a eu un petit big up à Antoine Dupont juste avant. Alors, oui, Toulousain, évidemment. Même si lui, il est du Gers à la base. Mais il joue à Toulouse. Et il joue à Toulouse et il a été exceptionnel pendant ces derniers JO. Et il montrait justement ce que tu disais, toi, dans ton côté yoga. Je t'avais dit ça avant. Lui, son excellence, c'est qu'il voulait être la personne qui posait des questions plutôt que de donner des réponses. C'est pour ça qu'il est passé du rugby à 15 au rugby à 7. Et il est exceptionnel. On lui dira, pas de souci. Et une athlète... Il a aussi parlé, tu vois, de sa vie personnelle. Carrément. Dont il s'est pas caché et qui est à mon avis très importante dans le milieu du sport, de parler de ses choix personnels. Et donc pour ça aussi je l'estime beaucoup. Et puis Marie-Jo Pérec, franchement, si je dois rencontrer une femme quand même, c'est Marie-Jo Pérec. Quelle femme incroyable, à la fois qui a allumé la flamme. Qui a allumé la flamme avec qui a un parcours sportif exceptionnel et qui est devenu vraiment le symbole, je trouve, de toute ma jeunesse. Tu vois, on a la quarantaine tous les deux. Moi, je la vois encore avec des yeux d'enfant, Marie-Jo Pérec. Et donc, de la voir allumer la flamme et revoir aussi beaucoup d'images de ces courses, c'était quand même assez émouvant. Ouais, ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si tu as suivi un petit peu les médias pendant les JO. Mais il y a greatness recognize greatness. Tu sais, il y a vraiment, quand un athlète rencontre quelqu'un d'exceptionnel, il y a un charisme, il y a un truc particulier. Tu regarderas dans la délégation française, c'est presque de la vénération qu'ont les autres athlètes pour Marie-Josée Pérec. Ça trahit rien, quoi. Teddy Riner, tu sens que peut-être sans Marie-Jo, il n'y aurait jamais eu Teddy Riner. Alors, il y a peut-être le côté antillais, d'essayer de montrer l'exemple. Peut-être, je ne sais pas. Mais elle a quand même marqué, déjà d'être médaillée olympique autant de fois qu'elle, c'est tout simplement, ça dépasse l'entendement. Une longévité qui est complètement folle. Participer à une Olympiade, c'est déjà incroyable. Je crois qu'elle en a fait 3 ou 4. Bref, c'est des trucs de fou. Et c'est drôle parce qu'elle a pris sa retraite au moins 20 ans, non ? Comme ça. Et pourtant que sa légende, son aura soit perpétuée et soit reconnue par d'autres athlètes absolument exceptionnels. Ça montre, en gros, t'es pas la seule, quoi. T'es pas la seule. Non, c'est clair. Et tiens, si je devais en citer une troisième, je dirais Simone Biles. C'est comme ça qu'on prononce Simone Biles, Biles ou Biles, je sais jamais. La gymnaste. La gymnaste américaine, parce que, en fait, ce parcours et en même temps, cette intelligence à parler de la santé mentale et de reconnaître, tu vois, avec un courage immense qu'à un moment donné, il y a des JO qu'elle peut pas faire et elle doit laisser tomber au milieu pour revenir avec autant de succès aux JO de Paris. Ça montre que, tu vois, la force qu'elle a. Et donc ça, j'ai été extrêmement touchée parce que je me suis dit, elle a apporté un message qui est très fort pour les générations qui la regardent. Quoi. Puis l'image, elle est minuscule. C'est une pile électrique extraordinaire, mais minuscule petit bout de femme qui est passé par une atrocité personnelle que l'on ne souhaite à personne, mais qui a su et l'affronter, et en parler pour montrer l'exemple, et aller en justice, tout en étant individuellement mise en avant dans un sport individuel où elle ne peut pas compter sur les autres. Bien sûr, Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Céline, merci. Franchement, c'était canon. Bon, je suis pas surpris, mais c'était canon. Merci, c'était vraiment Benjamin, un grand plaisir. Plaisir partagé. À refaire où tu veux, quand tu veux. J'envoie des messages à Toto Dupont et à tout le monde. Je leur dirai. Merci encore de ton temps. Franchement, c'était un pur plaisir et longue vie à Résilience, à toi, John, et à toute l'équipe, parce que c'est beau ce que vous faites. Merci, Benjamin.